Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons terminer les deux derniers chapitres de la mécanique, oscillation mécanique et aspect énergétique. Dans cette vidéo nous allons faire l'étude théorique et énergétique du pendule simple, qui est le modèle le plus simple du pendule pesant. Donc c'est un cas particulier de ce pendule pesant. Commençons par la définition. Le pendule simple est constitué d'une masse ponctuelle fixée à l'extrémité d'un fil inextensible, c'est-à-dire un fil qui ne peut pas être étendu, et l'autre extrémité est liée à un point fixe O. Pour simplifier l'étude de ce pendule simple, on considère que cette masse ponctuelle est une bille de masse m assimilée à un point matériel. L'étude de ce pendule se fait dans un repère galiléen, et dans ce repère, la bille est soumise donc à l'action de son poids, P, et la tension de ce fil inextensible qu'on va noter par T. Pour avoir un état d'équilibre, selon la première loi de Newton, ou le principe d'inertie, il faut que la somme vectorielle de ces deux forces soit donc égale au vecteur nul. Et ceci donc n'est vrai que si le fil est vertical, c'est-à-dire que P et T ont la même direction et ils ont des sens opposés. Ça veut dire que P égale à moins T. Et donc, ce premier schéma ici représente la position d'équilibre du pendule simple. Lorsqu'on écarte le pendule de sa position d'équilibre, donc lorsque je dis ici pendule, ça veut dire la bille ou la masse ponctuelle, donc vers cette position, et on le lâche sans vitesse initiale, on va observer qu'elle va effectuer un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire un mouvement de va-et-vient autour de cette position d'équilibre. Et donc ce mouvement-là, c'est un mouvement circulaire, ça veut dire que si je continue à tracer donc cette trajectoire, ça doit être un cercle de centre O et de rayon est égal donc à la longueur du fil inextensible. Et donc c'est ce mouvement circulaire, c'est ce mouvement oscillatoire que l'on va étudier pour le pendule simple. Passons à l'étude théorique des oscillations du pendule simple. Donc le système étudié, c'est la bille. On peut écrire aussi la masse ponctuelle et on peut écrire aussi le pendule simple parce qu'il s'agit de la même chose. Pour le bilan des forces, donc la bille est soumise à son poids, P, et la tension exercée par le fil, donc la force T. Donc la différence avec le pendule pesant, c'est que maintenant, le système étudié, qui est la bille ou la masse ponctuelle, elle n'est pas soumise à l'action de l'axe de rotation delta, parce que le fil ici ne fait pas partie du système étudié. L'action donc l'axe de rotation delta, il exerce une force sur le fil, mais le fil ne fait pas partie du système étudié. Donc l'axe de rotation delta n'exerce aucune force sur la bille, sur le système étudié, sur le pendule simple. Pour trouver l'équation différentielle du mouvement, on utilise soit la relation fondamentale de la dynamique, soit la deuxième loi de Newton. Commençons par l'application de la relation fondamentale de la dynamique qui nous dit que la somme des forces, la somme du moment des forces extérieures appliquées sur un corps solide qui est en rotation autour d'un axe delta est égale au produit du moment d'inertie du corps solide fois son accélération angulaire. Donc nous avons ici deux forces, le poids et la tension du fil. Leur moment est égal à J delta fois θ de point. Le moment de la tension du fil est égal à 0 car la ligne d'action de cette force-là, il coupe l'axe delta, donc voici la ligne d'action, il coupe l'axe delta, et donc ce moment est égal à 0. Pour le moment du poids, donc il est égal à moins P fois D, donc le signe moins ici parce que, comme vous voyez ici, le poids, il tend à tourner la bille dans le sens contraire du sens positif choisi. Et donc, nous avons ici le signe moins. Ici, P, c'est l'intensité du poids. D, c'est la distance entre la ligne d'action de P
et l'axe de rotation delta, donc la projection orthogonale de l'axe de rotation delta, c'est cette distance-là. Donc ça, c'est D. Pour déterminer cette distance-là, donc on peut prendre donc la droite parallèle, c'est la même distance. Et donc on va utiliser ce triangle-là pour déterminer D. Donc on a ici donc D ici représente le côté opposé à l'angle θ, et donc sinus de θ, c'est D divisé par l'hypoténuse qui est représentée par L, donc la longueur du fil. Donc sinus θ égale à D sur L, et donc D c'est L fois sinus θ. Donc on remplace ça ici, et on remplace P par mg, on a donc le moment du poids, c'est moins mgl sinus θ. On remplace cette expression ici, on trouve donc moins mgl sinus θ est égal à j delta, θ de point. Je vais faire passer ce terme-là de l'autre côté, et diviser le tout par g delta. On obtient finalement cette équation-là. Et ici, nous avons une information pour la masse ponctuelle. Le moment d'inertie est connu, donc il est donné par ml carré. Donc on remplace g delta, le moment d'inertie donc de la bille, de la masse ponctuelle, par son expression. On obtient finalement cette équation. Donc c'est l'équation différentielle du mouvement du pendule simple. C'est une équation non linéaire à cause de la présence de sinus θ. Et nous disons que dans le cas général, le mouvement du pendule simple est de rotation oscillatoire, mais elle est non sinusoïdale. Pour les faibles oscillations, ça veut dire pour des petites valeurs de l'angle θ, des valeurs donc qui sont inférieures à 15 degrés, 0,26 radians, on peut donc utiliser cette approximation, sinus θ est égal à θ, donc c'est le développement limité de sinus θ. On remplace donc ça ici, et on trouve finalement l'équation différentielle du mouvement du pendule simple pour les faibles oscillations, qui est maintenant une équation linéaire dont la solution est connue. Vérifions maintenant qu'on peut trouver la même équation différentielle du mouvement en appliquant la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures égale au produit de la masse et le vecteur accélération. Donc les forces extérieures que nous avons ici, c'est le poids plus la tension du fil. Et puisque le mouvement de la masse ponctuelle de la bille décrit une trajectoire circulaire de rayon L, qui est donc la longueur de ce fil inextensible, on va utiliser le repère de Freinet qui est le plus adapté pour l'étude du mouvement circulaire. Nous avons déjà vu que ce repère est un repère local, c'est-à-dire que son origine est donc mobile. Supposons qu'il s'agit de ce point G. Donc le repère de Freinet c'est R. Donc G c'est le centre, U, N, donc ce sont les vecteurs unitaires associés à ce repère. U c'est le vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire, et donc il est orienté dans le sens de mouvement. Et N c'est donc le vecteur unitaire normal à la trajectoire. Il est perpendiculaire à U et centré, donc dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. Donc la projection de cette équation-là sur l'axe porté par le vecteur unitaire U, ça nous donne cette équation. Donc PU c'est la projection de P sur U, TU c'est la projection de T sur U, et donc AU c'est la projection de A, donc du vecteur accélération sur l'axe donc porté par le vecteur unitaire U. Donc pour la tension du fil, T elle est perpendiculaire donc à l'axe, donc au vecteur unitaire U. Donc la projection donc de la tension du fil sur le vecteur unitaire U est égale à 0. Pour le poids, donc la projection du poids sur l'axe porté par U, donc ça nous donne cette distance ici. Donc pour déterminer cette distance là, donc il nous faut un angle dans ce triangle là. Donc ici nous avons deux droites qui sont parallèles, et donc cet angle là est identique à celle-ci. Et si on prend maintenant cette droite là avec cette droite là, donc cet angle là et celle-ci sont les mêmes parce que nous avons donc des angles correspondants. Ça c'est θ. Donc PU
la projection de P sur l'axe porté par U représente ici le côté opposé de l'angle θ. Donc sinus θ, c'est PU divisé par donc, la valeur de P. Et donc PU est égal à P fois sinus θ, qui est tout simplement M fois G sinus θ. Mais donc il faut ajouter un signe moins parce que donc la projection est dans le sens opposé, donc au sens du vecteur unitaire U. Donc il faut ajouter ce moins ici. Donc nous avons moins mg sinus θ est égal à m, et je remplace ici l'accélération par d de v sur dt. Donc ici la vitesse, c'est la vitesse linéaire, mais puisque nous avons un mouvement circulaire, donc on doit travailler avec la vitesse angulaire, et nous savons déjà donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc si v égale à r θ point, avec r donc représente le rayon donc de la trajectoire circulaire. Dans ce cas, c'est L, c'est la longueur donc du fil inextensible. Donc la dérivée de ça, donc par rapport au temps, d de v sur dt, ça nous donne, donc L c'est une constante, et θ point, donc ça devient θ 2 point, l'accélération angulaire. Donc on va remplacer d de v sur dt par L θ 2 point. Donc nous aurons ici moins mg sinus θ égale à m L θ 2 point. Donc je vais faire passer ce terme là de l'autre côté et diviser le tout par ml pour donc isoler ce θ de point ici, et on trouve finalement cette équation là, θ de point plus g sur L sinus θ est égal à 0. Et donc c'est la même équation que nous avons trouvée dans le cas général, donc c'est une équation non linéaire, mais pour les faibles oscillations, sinus θ égale à peu près θ, ce qui nous donne finalement l'équation différentielle du mouvement du pendule simple, dans le cas donc bien sûr sans frottement. L'équation différentielle obtenue est de deuxième degré, et par analogie à ce que nous avons trouvé dans le cas du pendule pesant, le pendule élastique ou le pendule de torsion, on conclut directement que le mouvement du poids matériel, donc de la bille, est un mouvement oscillatoire sinusoïdal périodique autour de la position d'équilibre. Et donc la solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoïdale donnée par cette équation-là. Donc ici, θm représente l'amplitude des oscillations, c'est la valeur maximale que peut prendre θ. Donc θ il varie en fonction du temps. T0 ici c'est la période propre du mouvement, et phi c'est la phase à l'origine des dates, c'est-à-dire lorsque t égale à 0. Puisque le pendule n'est pas amorti, rappelez-vous que nous avons négligé les frottements, donc l'amplitude des oscillations ne varie pas, donc il reste égal à θ max. Ça veut dire que donc si cet angle-là, c'est θm, donc le pendule ne peut pas dépasser cette position-là. C'est la valeur maximale que peut prendre θ, c'est θ max. Ça, c'est dans le cas donc, où les frottements sont négligés. On peut tracer la représentation de θ en fonction du temps, qui montre effectivement une amplitude qui est constante. Et donc une élongation qui varie entre moins θm et plus θm. Donc nous avons déjà rencontré cette courbe à partir duquel on peut déterminer la période propre du mouvement. On peut déterminer θ max, donc la valeur qui correspond donc à l'amplitude d'oscillation. Et on peut aussi déterminer la phase en utilisant les conditions initiales. Donc on a vu ça dans les pendules précédents. Donc ce phénomène-là, c'est un phénomène périodique de période T0. Donc T0 ici peut être déterminé en suivant exactement les mêmes étapes que nous avons vues pour les autres pendules. On trouve finalement pour le pendule simple cette expression pour la période propre du mouvement. Donc bien sûr cette équation c'est à retenir. Donc on passe maintenant à l'étude énergétique du pendule simple. Commençons par l'énergie cinétique. Nous avons vu dans le cas du pendule pesant et le pendule de torsion aussi, puisque nous avons un mouvement de rotation, que l'énergie cinétique de manière générale pour un mouvement de rotation est écrit de cette forme-là, c'est 1,5 G delta θ point carré. Mais puisque dans le pendule simple nous avons l'expression de J delta qui est donnée par ml carré, donc on remplace J delta par son expression pour obtenir l'énergie cinétique du pendule simple. Donc c'est 1,5 ml θ point carré. Pour l'énergie potentielle, donc il s'agit donc de l'énergie potentielle de pesanteur. L'expression est connue, donc c'est mgz plus une constante. C'est exactement donc les mêmes étapes que nous avons effectuées pour le pendule pesant.
Donc la seule différence avec le pendule pesant, c'est que cette distance L, on l'a appelée donc OG. Donc si vous remplacez maintenant ici L par OG, on trouve exactement la même expression que nous avons dans le pendule pesant. Donc vous pouvez consulter la description pour le lien vers le pendule pesant et vous allez voir donc que c'est exactement la même démarche, les mêmes étapes que nous avons utilisées pour obtenir finalement l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, bien sûr pour des faibles oscillations. Et donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Donc voici l'expression pour le pendule simple. Pour la conservation de l'énergie mécanique, il s'agit donc des mêmes étapes que nous avons effectuées pour tous les pendules. Donc il y a deux méthodes. La méthode qui consiste à dériver l'énergie mécanique par rapport au temps et montrer que cette dérivation ne donne zéro et donc l'énergie mécanique est une constante. Cette méthode permet donc de montrer que l'énergie mécanique est une constante et il permet aussi d'établir l'équation différentielle du mouvement. La deuxième méthode, donc, c'est aussi les étapes de calcul, elles sont toujours les mêmes, mais donc ici dans cette méthode, en plus de montrer que l'énergie mécanique se conserve, donc on peut trouver l'expression de l'énergie mécanique. Donc pour les diagrammes d'énergie du pendule simple, il n'y a pas de différence avec ce que nous avons vu pour le pendule pesant et pour les autres pendules. Voici l'expression de l'énergie cinétique, voici l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici on trace l'énergie en fonction du temps. L'énergie mécanique est représentée par cette courbe en rouge, donc c'est une constante, voici son expression. Donc lorsque θ égale à θm, donc ça veut dire que lorsque la bille, donc le système, le pendule simple, est à son abscisse angulaire maximale, à θm, d'accord? Donc lorsqu'il se trouve à ce point-là, le pendule va s'arrêter. Ça veut dire que sa vitesse angulaire est égale à 0. Puisque donc sa vitesse angulaire est égale à 0, donc ceci est vrai pour θm et pour moins θm, c'est la même chose, d'accord? Donc puisque donc la vitesse angulaire est nulle, ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle. D'accord? Tandis que pour l'énergie potentielle de pesanteur, donc il faut tout simplement remplacer θ par θ max. C'est mgl θ max carré sur 2 qui représente l'énergie mécanique. Donc on voit ici que, et donc dans le cas de θ égale à θ max et θ égale à moins θ max, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, tandis que l'énergie cinétique est nulle. À l'équilibre, lorsque θ égale à 0, bien sûr, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, tandis que l'énergie cinétique, dans ce cas, est maximale. Donc, ces deux courbes-là, qui représentent l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, montrent qu'il y a un transfert perpétuel de l'énergie cinétique vers l'énergie potentielle de pesanteur et inversement. Donc, quand la bille descend vers la position d'équilibre, l'énergie potentielle de pesanteur diminue et l'énergie cinétique augmente. Et inversement, lorsqu'elle monte, l'énergie cinétique devient nulle et l'énergie potentielle de pesanteur devient maximale. Donc, pour ce deuxième diagramme, la représentation de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de l'abscisse angulaire, on l'a vu dans le cas donc, du pendule pesant, c'est exactement la même chose, donc la même explication. Vous pouvez consulter donc, le cours sur le pendule pesant pour voir l'explication de ce deuxième diagramme. Donc, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires. Bon courage. Salam alaikum wa rahmatullah.